Dans vos déclarations sur l'écologie, vous parlez souvent qu'il va y avoir des changements majeurs dans le futur. Est-ce que vous pensez que ces changements vont changer le rôle et l'importance des études? Oui, alors moi je suis inquiet, hein, parce que je pense que votre génération, mais même peut-être la mienne en fait, hein, on va voir des choses absolument terribles. Moi, c'est la première fois de ma vie que je pense que peut-être je connaîtrai la guerre, par exemple. Jusqu'à maintenant, jamais je m'étais dit, il y a de bonnes chances qu'on connaisse une situation de guerre. Là, quand on voit effectivement le désastre en cours, avec les migrations qui vont s'en suivre, avec, je ne sais pas, 500 millions de réfugiés climatiques dans 30 ans, je ne vois pas comment ça peut se passer sans des processus absolument catastrophique au niveau humain, et puis au-delà de l'homme, il ne faut quand même bien pas oublier tous ces vivants non humains qui sont en train d'être complètement détruits de notre décision. Alors, je pense que ça aura des conséquences absolument partout. Au niveau de l'enseignement, il y a deux manières de voir les choses. Si on ne fait rien et qu'on continue comme ça, les conséquences, ça sera effectivement des choses qu'on va subir, qu'on n'aura pas choisies. Et là, je vois absolument rien de bon au niveau politique à l'échelle mondiale. On voit en ce moment qu'il se passe des choses très tristes. On voit une recrudescence du fascisme, etc. Là, très récemment au Brésil, Ouais. par exemple. Donc, je crains que ça arrive en Europe. C'est déjà un peu le cas hein, dans certains pays d'Europe. Et je crains que l'enseignement évolue donc à l'image de ces régimes d'une manière qui, à mon sens, est extrêmement regrettable. L'autre façon de voir les choses, c'est d'anticiper et de détourner cette évolution par l'enseignement, c'est-à-dire d'essayer dès maintenant de sensibiliser les jeunes aux problèmes éthiques, ce qui est déjà un peu le cas, et aux problèmes écologiques, ce qui est un tout petit peu le cas, mais pas assez. Parce que le problème, c'est quand on parle de questions écologiques, les gens qui n'y ont pas réfléchi s'imaginent qu'on dit oui, bon, les petits oiseaux et les rivières, c'est pas très important. D'abord, c'est important, mais ensuite, non, on parle de la sauvegarde de la vie sur Terre. C'est une priorité absolue. Et donc, moi, les gens de ma génération sont encore dans un état d'esprit où c'est une préoccupation de riche, quoi. C'est que bon, voilà, quand on n'a rien à faire, on peut se préoccuper de ça. Mais en fait, tout le monde est concerné, à commencer par les gens qui sont pas riches, justement, et qui seront les premiers à en faire les frais. Et là, je pense qu'on peut retourner le problème en essayant d'utiliser l'enseignement comme une manière de sensibiliser effectivement les plus jeunes pour que ça devienne un combat prioritaire. Mais ça va pas être facile. Ok. Maintenant, on va parler plus de l'astrophysique, donc D'accord, la peut-être qu'il deuxième faut que je sois partie. plus rapide parce que là je suis super lent. Ouais. Est-ce que les astrophysiciens, ils sont sûrs et ils comprennent tous les concepts qu'ils utilisent, ou alors ils font quelquefois ils essayent de réfléchir sur des choses dont ils sont vraiment pas sûrs? Ah non, mais nous on connaît tout, on comprend tout, hein. Non, je plaisante. En fait, non, non, c'est exactement l'inverse, hein. C'est une question subtile et en effet la réponse c'est que on travaille en permanence sur des choses qu'on ne comprend pas bien. Parce que d'abord, même les théories bien comprises, bien admises, bien étudiées, par exemple la relativité dans mon domaine, la grande théorie d'Einstein, elle est bien comprise aujourd'hui, hein. C'est une théorie qui ne fait plus l'objet de recherche en tant que telle. Mais pour autant, personne ne la comprend vraiment bien. Elle est tellement compliquée que même un chercheur comme moi qui travaille dessus en l'utilisant tout le temps, est encore perdu souvent dans cette théorie. Et en plus, notre travail, c'est pas de travailler sur les théories comprises, justement, c'est de travailler sur les théories spéculatives, donc des théories qui sont encore en devenir, et donc des théories que, par définition, on ne connaît pas bien. Donc je dirais que le rôle d'un chercheur, c'est d'être en permanence aux prises avec l'incertain, avec le spéculatif, et même parfois avec le faux, hein, parce qu'on se rend compte de temps en temps que les théories qu'on utilise étaient erronées. Et donc effectivement, ça oblige en quelque sorte à être en permanence dans une posture d'inconfort intellectuel. Mais moi, je pense qu'il y a une grande beauté de cet inconfort en réalité. Mais il faut aimer ça. Voilà. Et donc maintenant, c'est une question un peu plus pratique. On se demandait, en tant qu'astrophysicien, est-ce que votre travail, ça exige de passer une grande partie de votre temps devant un écran? Ouais, oui, oui, incontestablement oui. L'écran est devenu un prolongement naturel de notre corps. Euh, Alors, il n'y a pas que de l'écran, hein. Quand on discute avec un collègue, on est souvent en face d'un tableau, on a une craie ou un feutre à l'ancienne, on écrit des équations, on n'est pas d'accord, on réfléchit sur les idées. Tout à l'heure, je discutais avec un étudiant au doctorat, mais pourquoi la fonction oscille, comment ça se fait que quand l'univers rebondit, ça amplifie les oscillations. Là, on n'est pas devant un écran, on est vraiment dans la production d'idées, et heureusement, il est encore possible de parler, d'écrire, de penser avec des concepts, avec des images, avec des mots. Mais dès lors qu'on veut aller au-delà de la confrontation des idées, et qu'on veut vraiment aller dans la résolution des problèmes, c'est vrai qu'on est obligé de passer par l'informatique, mais c'est pas si grave à mon avis, parce que c'est un peu comme les téléphones portables, quoi. Le problème, c'est pas le téléphone portable, c'est ce qu'on en fait. Après tout, si on écrit un poème sur son téléphone portable, je vois pas quel est le problème de l'écrire sur un téléphone portable plutôt que de l'écrire sur un bout de papier. Et donc, les écrans, ça peut être avilissant
quand effectivement ça devient extrêmement répétitif. Ça peut aussi être créatif quand on se décharge précisément des aspects les moins intéressants en les confiant à une machine et donc en se concentrant plutôt sur l'aspect créatif. Mais la réponse est quand même oui, on passe beaucoup de temps devant des ordinateurs. Est-ce que vous travaillez plus souvent seul ou en équipe? Alors je dirais que pour le travail expérimental, quand on invente des instruments comme des télescopes, des détecteurs de particules ou ce genre de choses, c'est clairement en équipe. Ce sont souvent des très grandes collaborations, c'est des expériences qui coûtent cher, hein. Moi, le télescope sur lequel je travaille, l'SST doit coûter un peu plus d'1 milliard d'euros, donc c'est évidemment des collaborations entre beaucoup de pays, beaucoup d'équipes dans beaucoup de pays, et c'est clairement quelque chose que aucun laboratoire et même aucun État ne peut entreprendre seul, et donc il y a une interdépendance très forte entre les équipes qui chacune prennent en charge un certain aspect de l'instrument, et ensuite les différentes pièces qui ont été construites sont mises ensemble. Bon. Au contraire, la recherche théorique, donc théorique, c'est plutôt inventer des nouveaux modèles, trouver des équations pour décrire le monde, essayer d'interpréter des phénomènes. Ça peut se faire relativement seul ou en toute petite équipe, donc typiquement à 2 ou 3. Alors que les collaborations, ça peut être à 2000 ou 3000. Donc je dirais que toutes les échelles sont possibles, et suivant les circonstances, c'est plutôt l'un des modes, je dirais collaboratif pour l'expérimental et autonome pour le théorique. Parmi les découvertes liées à l'univers ou à l'espace, lesquelles vous ont le plus touché, si vous y avez participé Alors, ou pas? ça c'est intéressant parce que moi, de mon vivant, enfin disons depuis que je fais de la science, donc depuis une vingtaine d'années en gros, il y a eu une seule en fait vraie découverte majeure. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en physique, évidemment des petites découvertes au sens où on a trouvé une nouvelle étoile, un nouveau trou noir, on a écrit un nouvel article, ça il y en a plein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais des révolutions, quand même, des découvertes majeures qui changent notre image du cosmos, il n'y en a pas souvent, hein, c'est rare. Moi j'en ai vécu une seule, c'est quand on s'est rendu compte que l'expansion de l'univers, ça sera ça, on le sait depuis un siècle, que l'univers grandit, mais depuis à peu près 15 ans, on sait qu'il grandit de plus en plus vite, c'est-à-dire le fait qu'il accélère. Et le fait que l'univers soit en accélération, c'est quelque chose qui n'était pas du tout prédit, pas du tout prévu, qui est aujourd'hui encore très mal expliqué, et que j'ai vécu quand j'avais, 25-30 ans. Donc ça, c'est sans aucun doute la chose la plus étrange à laquelle moi j'ai assisté depuis que je suis physicien. Je ne peux pas vraiment dire que j'y ai participé, ce n'était pas le cas. En revanche, aujourd'hui, moi je travaille plutôt sur la compréhension de ce qui se passe au moment du Big Bang, y a-t-il eu quelque chose avant le Big Bang, etc. Et alors ça, c'est beaucoup plus compliqué à vérifier expérimentalement, et donc on est un peu, en quelque sorte, dans notre monde théorique d'équations, et on ne sait pas très bien si on est en train de découvrir des choses extraordinaires, ou si on est en train de faire fausse route, et d'inventer des chimères qui sont sans lien avec la réalité. Et justement, comme vous dites, les découvertes importantes, il y en a peu. Et donc, qu'est-ce qui rend le métier des astrophysiciens intéressant, même quand ils font aucune découverte? Le problème, c'est qu'en fait, alors, d'abord, c'est plus compliqué que ça. Parce que c'est vrai que j'ai dit qu'il y avait peu de découvertes, mais je parlais de découvertes au sens révolution. Oui. Maintenant, il faut voir quand même que tout ça s'empile, si tu veux. C'est-à-dire que, imagine que même tu explores une théorie, la théorie est fausse, t'as pas perdu ton temps. Parce qu'avant de l'explorer, on ne savait pas qu'elle était fausse. Donc il y a des découvertes négatives comme ça. Et puis souvent, c'est plus compliqué que de dire j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé. Tu as fait un travail, tu as utilisé une méthode, et quand bien même ce que tu as étudié s'avérerait être faux, la méthode que tu as utilisée peut parfaitement être réutilisée par d'autres en fait. Donc finalement, c'est jamais aussi binaire que j'ai découvert ou j'ai pas découvert. Tu participes à une démarche de connaissance, et parfois de façon très indirecte, un travail erroné qui a été effectué peut quand même être utile à d'autres. Mais c'est tout à fait vrai que de temps en temps, et ça je suis d'accord avec la remarque implicite, il y a quelque chose d'un peu frustrant, voire inquiétant, pour ne pas dire angoissant, parce que moi je me dis peut-être que ça fait 10 ans que je travaille sur un modèle qui est complètement faux et qui est sans aucune connexion avec la réalité. Et c'est pour ça qu'en ce qui me concerne, je suis très content de faire de l'enseignement. Parce que quand tu fais un cours et qu'à la fin tu as des étudiants qui sont heureux et qui te disent grâce à vous j'ai compris quelque chose, tu sais que tu n'as pas complètement perdu ta journée. C'est vrai que quand tu fais que des calculs sur des théories spéculatives et incertaines, c'est super excitant parce que tu te dis je suis peut-être le premier au monde à découvrir ce qui est en train de se passer. Donc c'est quand même très valorisant. Mais tu es aussi peut-être en train de te planter. Donc il y a de l'incertitude. Un peu comme un explorateur, quoi. Ouais. Parfois tu trouves des choses géniales, et puis parfois tu t'es juste paumé dans la jungle, et puis tu n'as en fait absolument rien trouvé. Mais même quand tu n'as rien trouvé, souvent tu as compris des choses. Tu vois, je lisais hier Théodore Monod, c'est quelqu'un qui est mort maintenant, qui était un botaniste et un arpenteur du désert. Il a passé 20 ans de sa vie à chercher une météorite, qu'il n'a jamais trouvée. Mais en même temps, il a compris tellement de choses sur le désert, que même s'il n'a pas trouvé la météorite, ses voyages ne valaient pas rien, quoi. Et est-ce que pour vous, s'intéresser à l'univers, ça permet de mieux penser à ce qu'on fait sur Terre?
Alors oui et non. Je pense qu'en effet, toute démarche intellectuelle a des résonances et des conséquences au-delà de ce à quoi elle s'intéresse. Donc il est tout à fait clair que réfléchir sur les objets célestes ou sur les concepts mathématiques, ça peut tout à fait s'exporter dans le champ politique, dans le champ artistique, dans le champ esthétique, etc. Et donc oui, ça a des conséquences au-delà de l'astrophysique. Mais en même temps, tout n'est pas dans tout. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une spécificité de cette réflexion qui est différente des autres et donc qui n'est pas réutilisable dans les autres domaines. Donc tu vois, je pense qu'on est un peu entre les deux. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on a toujours le droit de prendre quelque chose d'un domaine et puis de l'appliquer dans un autre et de voir ce que ça donne et parfois c'est très bien. Et puis en même temps, bah, faut pas non plus penser que tout fonctionne de la même manière parce que c'est juste pas vrai et il y a quand même voilà, des singularités comme ça disciplinaires qu'il est juste aussi de défendre quoi, et de constater. D'accord. Est-ce que du coup, bah, c'était plus en relation avec la question d'avant sur les découvertes, mais est-ce que vous avez l'impression d'en avoir fait une particulièrement importante et est-ce que vous imaginez le reste de votre carrière sans en faire de nouvelles? Oui, bah, alors la réponse est non, hein. Moi, je n'estime absolument pas avoir fait une découverte majeure, loin de là. Mais en même temps, pourquoi c'est pas si grave? Parce que d'abord, du point de vue du travail expérimental, en fait, c'est jamais une personne qui trouve. Il y a cette connerie de prix Nobel qui donne l'impression qu'il y a une personne géniale qui a trouvé quelque chose, mais c'est pas vrai du tout. Généralement, quand il y a une découverte expérimentale, il y a 2000 personnes qui ont travaillé ensemble, et c'est au contraire une très belle réalisation de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence collective. Et donc ça, oui, bien sûr, comme tous les chercheurs de ce laboratoire, j'ai participé à des expériences, et certaines de ces expériences ont fait de grandes découvertes. Mais je ne peux pas dire c'est moi qui l'ai faite, c'est complètement faux. C'est un très grand nombre de gens qui chacun ont apporté une contribution dérisoire, mais il n'empêche que l'ensemble de l'édifice a permis des avancées majeures, comme la découverte du boson de Higgs. Enfin, moi, j'y ai pas participé, mais beaucoup de gens dans ce laboratoire ayant participé au LHC, comme les ondes gravitationnelles, comme le rayonnement fossile, etc. Donc il y a beaucoup de choses très importantes qui en fait sont le résultat de contributions infimes qui s'ajoutent. Et ça, moi je trouve que c'est déjà très beau d'y participer. Après, au niveau théorique, ben, on ne sait pas en fait. Parce qu'on invente des nouveaux modèles. Moi je dirais qu'il y a une très 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 forte probabilité que ces modèles en fait soient oubliés, qu'ils ne marquent pas l'histoire, parce que c'est ce qui se passe 99,9% du temps. Mais il y a aussi une probabilité infime, je dis bien infime, mais non nulle, que en fait un des modèles sur lesquels tu as travaillé, voire un des modèles que tu as développé, eh ben, soit le bon. Et que en fait dans 20 ans ça devienne le modèle standard et que l'ensemble des gens comprennent que c'est ça la bonne vision de l'univers. Et ça bien sûr on ne peut pas le savoir. En termes purement statistiques, je dirais qu'il y a très peu de chances que ce soit le cas, mais tu gardes l'espoir que peut-être le truc bizarre sur lequel tu as travaillé, bah en fait c'était le bon. Voilà. On verra. Et quand vous décidez de quelque chose à étudier, comment c'est que vous commencez à faire des recherches Ah oui, ça c'est compliqué. dessus? C'est compliqué, t'as raison. Alors ça fait partie de la beauté de notre métier, c'est la liberté en fait. Donc là, je peux être un peu spécifique. Moi, quand je suis arrivé ici, je travaille sur les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, c'est des particules qui se déplacent dans l'espace. Tu vois, des protons, des noyaux d'hélium, etc., qui bougent à toute vitesse dans l'espace. Et puis à un moment, j'ai commencé à faire de la gravité quantique, ce qui a absolument rien à voir, ce qui est une théorie pour essayer de comprendre ce que c'est que l'espace-temps en fait. C'est-à-dire vraiment assez abstraite pour comprendre par exemple l'évolution de l'univers, le cœur des trous noirs, la structure du Big Bang, etc. Et c'est assez différent du problème des rayons cosmiques. Donc qu'est-ce qui fait que d'un seul coup on décide de travailler sur autre chose et on décide de changer de domaine et on décide de s'investir dans une discipline? Moi je pense qu'il faut plusieurs critères. D'abord il y a un critère qui est que tu as l'espèce de sentiment, qui est souvent irrationnel parce que tu ne peux pas le démontrer, que cette chose est plus importante que les autres. Mais évidemment, l'importance, il n'y a pas un critère non équivoque. Tu peux pas, on ne peut pas se mettre tous d'accord. De même que dans ta vie, ce que tu trouves toi le plus important, c'est peut-être pas la même chose que ton frère ou ta sœur. Bon, c'est comme ça. Mais il y a un truc dans notre fort intérieur où on se dit cette question est prioritaire. Après, il y a une autre question qui est liée à ça, qui est est-ce que je vais pouvoir y contribuer? Moi, par exemple, aujourd'hui, je trouve qu'il y a des questions relatives à la biologie qui me semblent être prioritaires. Pourquoi je ne travaille pas dessus? Parce que ça me demanderait trop de temps de réapprendre. Je ne suis pas compétent. Si je voulais m'y mettre, il faudrait que je refasse des études, ça me prendrait peut-être 10 ans à me former. Je n'ai pas le courage de le faire. Donc il y a un, que ce soit important, deux, que tu te sentes capable d'y apporter quelque chose. Et trois, il y a aussi des aspects humains. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout oublier que la science, elle est faite par des hommes et des femmes
et que ça compte aussi. C'est-à-dire que parfois tu vas changer de sujet parce qu'il y a quelqu'un qui travaille sur un autre sujet avec qui tu es ami, que tu trouves très sympathique. Moi j'ai rencontré Carlo Rovelli, qui est un physicien absolument génial, qui est le créateur de la gravité quantique à boucle. Il est clair que le fait que le bonhomme soit gentil et extraordinairement intelligent et cultivé et ouvert d'esprit et que j'ai à peu près les mêmes opinions politiques, esthétiques, philosophiques que lui, bah oui, ça a joué et c'est pas grave. Parce que ça a beau être de la physique, au bout d'un moment, c'est quand même une aventure humaine. Vous dites, vous expliquez plutôt qu'il y a 3 géométries possibles de l'univers. Oh, c'est bien technique. Et est-ce que vous pensez que dans 2 des cas, l'espace serait infini? Mm. Est-ce que vous pensez que cette question peut être résolue, par exemple, durant votre carrière ou... Oui, ah oui, oui, complètement. En fait, la question de la géométrie de l'univers, qui est aussi la même question que la finitude de l'univers, est-ce que l'univers est fini ou infini, ça fait vraiment partie des questions auxquelles on peut espérer avoir une réponse assez rapidement, en fait. Je dis pas qu'on l'aura, hein, je dis qu'on peut espérer l'avoir, parce que ça fait partie des choses qu'on sait mesurer aujourd'hui, et actuellement, avec la précision des mesures, en effet, on ne sait pas si l'espace est infini, c'est-à-dire essentiellement avec une géométrie négative ou plane, ou si l'espace est fini, c'est-à-dire un peu comme une sphère, comme une boule. Mais on peut tout à fait espérer qu'avec les augmentations de précision, d'ici quelques années, on aura une réponse à cette question. Donc je ne sais pas si ça sera le cas, mais en tous les cas, on peut espérer que ce soit le cas. C'est pas une question, tu vois, métaphysique. C'est vraiment une question physique à laquelle on peut avoir rapidement une réponse. On se demandait de façon assez courte, qu'est-ce que c'est vos travaux actuels et vos projets? Alors, mes travaux et projets actuels, donc essentiellement, donc je travaille sur cette théorie de gravité quantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à la théorie d'Einstein, qu'on appelle la relativité, ce qu'on a compris, c'est que l'espace dans lequel on se trouve, l'espace, là, ce qu'il y a autour de nous, qui est impalpable, immatériel, en fait, ça bougeait. Que l'espace était dynamique, que l'espace il était en train de s'étirer, et c'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Ça, c'est très beau, c'est très cohérent, et on l'a bien compris depuis à peu près 100 ans. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a une autre théorie en physique, qu'on appelle la physique quantique, et c'est la théorie qui décrit les atomes, les molécules, les particules élémentaires, etc. Et ces deux théories, la relativité et la physique quantique, elles sont incompatibles l'une avec l'autre. Et donc mon travail, c'est d'essayer de les rendre compatibles. Alors ça, en fait, c'est pas exactement ce qu'on fait. Il y a des gens plus mathématiciens que moi qui sont en train de travailler là-dessus. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend leurs modèles et on les applique à l'univers. C'est-à-dire, on se dit, si cette théorie de gravité quantique est correcte, qu'est-ce que ça change pour la description de l'univers? Et ce que ça change, c'est que par exemple, vous savez, on dit d'habitude qu'il y a eu un Big Bang, il y a à peu près 14 milliards d'années, qui est l'origine de l'univers. Ben, en fait, dans cette théorie-là, il n'y a plus de Big Bang. Il y a quoi à la place? Ce qu'on appelle un Big Bounce. Donc, bounce, en anglais, ça veut dire rebond. Donc ça voudrait dire que l'univers s'est contracté, et qu'ensuite il a rebondi, et que nous, en ce moment, on serait là, dans la phase où l'univers grandit. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Ben, c'est ça la question qu'on se pose. C'est que ça, c'est ce que dit le calcul, mais maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est à trouver des objets physiques, des observables, des choses qu'on mesure, qui permettraient de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc la question, c'est vraiment, s'il n'y a pas eu de Big Bang, qu'y a-t-il eu à la place? Et cette chose qu'il y aurait eu à la place du Big Bang, est-ce qu'on peut aujourd'hui en voir des traces dans l'univers? Vous avez fait assez récemment une pétition pour que les politiques fassent de l'écologie leur priorité. Ouais. N'est-il pas frustrant pour vous d'avoir la tête dans les étoiles alors que vos pieds sont menacés sur Terre? Bah si. Bon, d'ailleurs, tu vois, cette pétition-là, enfin, c'est plus exactement cette tribune qui a été très médiatisée et qui m'a valu d'être invité un peu partout, et j'ai presque tout refusé en fait, hein. J'ai fait 2-3 émissions de télé et j'ai refusé 50 autres propositions. Euh, En fait, je pense que le reproche qu'on nous a fait, c'est de dire, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment compétent pour ça. Et c'est vrai. Moi, je suis pas, le fait de comprendre quelque chose de la physique des trous noirs ne me donne aucune légitimité pour parler de la chute de biodiversité, du réchauffement climatique, etc. Mais en fait, c'est pas grave. Parce que c'est pas en tant qu'astrophysicien que j'ai dit ça, c'est en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, en fait, en tant que habitant de cette planète. Je pense que ça n'a absolument rien changé. C'est tout à fait, mais j'en étais sûr, mais c'est tout à fait triste, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 100 médias, ou même bien davantage, qui ont voulu la reprendre. Certains l'ont repris, etc., y compris des très grands médias.
Mais concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Quelques jours après la tribune, M. Macron a nommé comme ministre de l'écologie quelqu'un qui est beaucoup moins écologiste que le précédent, parce que j'en ai discuté avec Nicolas Hulot, hein, et son successeur, je pense, est nettement moins engagé que lui, donc c'est une régression. Et puis on voit bien que dans les choix politiques très récents qui ont été faits, il n'y a absolument aucune mise en avant des préoccupations écologiques. Donc on est dans une espèce de système complètement schizophrène, où les dirigeants, qui sont quand même pour la plupart pas des abrutis, savent qu'on va à la catastrophe, mais continuent exactement comme si de rien n'était. Donc moi je suis un peu désespéré en fait, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que les gens qui viennent comme moi plutôt du militantisme, du genre faisons des efforts, disent non, ça marche pas, faut faire autre chose. Faire autre chose, c'est quoi? Ça veut dire demander qu'il y ait une action politique claire. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais ce qui m'a complètement déprimé, c'est de voir que les gens qui viennent de l'action politique, par exemple Nicolas Hulot, vous savez, il était le ministre de l'écologie, hein, il a démissionné il y a quelques mois, on en a discuté, et lui il m'a dit non, non, mais en fait l'action politique ça marche pas. Il faut que chacun fasse des efforts. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que rien ne marche. Ce dont on se rend compte, c'est que quand on a essayé dans une direction, on se dit en fait, il faut essayer autre part. Mais autre part, ça a déjà été essayé, ça marche pas non plus. Donc là, on est vraiment en train de faire un choix qui est de dire on sait qu'on va à notre autodestruction. Est-ce qu'on continue ou pas? Et franchement, je ne suis pas du tout optimiste. Voilà. Quand on regarde les choix politiques qui sont faits par les peuples en ce moment, enfin, je veux dire, il y a 5 ans, on le savait déjà, et le pays le plus riche au monde a choisi M. Trump, qui lui ne croit pas au réchauffement climatique. Donc on voit bien que ce qui se passe n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on sait. Je ne sais pas comment changer ça. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que j'essaye un peu parce que ne rien faire serait pire, mais j'ai absolument aucune croyance que ce que j'ai fait va être utile. Et du coup, justement, est-ce que vous pensez que la science, elle pourrait avoir un impact sur... Mais oui et non, parce que scientifiquement, ça fait longtemps qu'on sait. Excuse-moi, je t'ai pas laissé finir ta phrase. Non, mais Mais, c'était la fin. mais voilà, d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a 40 ans, il y avait déjà des études qui montraient le réchauffement climatique, la chute de biodiversité, l'impasse des énergies fossiles, la destruction non seulement des espèces, mais aussi des populations vivantes sur Terre, les effets dramatiques en termes d'accès à l'eau, les réfugiés climatiques, tout ça, c'est connu depuis des décennies en fait. Donc les faits sont là, sont connus et rien ne change. Et ça, le problème, si tu veux, c'est que on dit souvent que la prise de décision individuelle est rarement rationnelle. C'est-à-dire que très souvent, je sais pas moi, par exemple, tu vois, tes parents, et on te dit ce vaccin, il a une chance sur 1000 de tuer votre enfant. Mais si vous ne faites pas le vaccin, votre enfant a 2 chances sur 1000 de mourir. Ben, il y a énormément de parents qui vont quand même pas le faire. Bien qu'en le faisant, en fait, tu as moins de chances de faire mourir ton enfant. Mais du coup, tu vas quand même te dire, non mais attention quand même, si je fais la piqûre là, la piqûre elle a une chance sur 1000 de le tuer. Donc je la fais pas. Même si le fait de ne pas la faire est encore pire. C'est comme ça, c'est irrationnel. L'être humain se positionne souvent de façon irrationnelle. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Moi, mon espoir, c'était justement de dire, puisque à l'échelle individuelle, nous sommes tous irrationnels, et moi le premier, hein, je ne vais pas mieux que les autres, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une décision politique. C'est-à-dire qu'on soit sauvé par une sorte de rationalité du droit contre l'irrationalité des individus. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe, c'est que c'est encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la politique est presque encore plus irrationnelle que l'action individuelle. Donc, je ne sais pas quoi faire, sauf à une espèce de sursaut éthique qui fait que nous tous, nous déciderions qu'un dirigeant politique qui ne ferait pas de l'écologie sa priorité ne peut plus être élu. Mais enfin, je dis ça, alors qu'avant-hier, on a élu au Brésil, c'est pas rien le Brésil, parce que c'est le pays où il y a la forêt amazonienne, c'est le pays où il y a le poumon de la planète. Et on a élu le type le moins écolo qu'on puisse imaginer. Donc voilà, pas beaucoup d'espoir. Il a répondu, du coup, je te laisse. Ah, pardon. Vous parlez de mesures coercitives nécessaires Ah oui. pour... voilà. Est-ce que vous voyez des limites à la pratique de la contrainte par les politiques? Oui, bien sûr. Alors, ça a suscité, pas chez vous, hein, mais chez beaucoup de gens, ça a suscité des incompréhensions. Moi, comme tout le monde, j'aime la liberté. Hein. J'ai pas envie qu'on vive dans une dictature écologiste, ça serait horrible. Et c'est évidemment pas ce qui est souhaité. Et bien sûr que la contrainte est un problème. Comme tout le monde, je préfère la liberté. Voilà, ça c'est une évidence. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que parfois c'est la liberté qui enfreint la liberté. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais marcher tout à l'heure dans la rue, bah, heureusement que les gens que je vais croiser n'ont pas la liberté de me casser la figure, même s'ils ne m'aiment pas. Pourquoi? Bah, parce que c'est ça qui permet
qui me permet de marcher librement. Et donc en fait, l'atteinte, parce que donc du coup c'est une atteinte à leur liberté, ils n'ont pas le droit de me casser la gueule. Donc leur liberté est limitée. Vous, quand vous allez au lycée, si tout se passe bien, on n'a pas le droit non plus de vous agresser physiquement dans la cour de récréation, ni autre part. Bon, parfois, hélas, ça a lieu quand même, mais heureusement, la loi vous protège. Et on voit bien dans cet exemple caricatural que la privation de liberté, puisqu'on est privé de la liberté d'agresser les autres, c'est en fait ce qui permet la liberté des autres. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une privation de liberté de détruire la planète. Évidemment, ça veut dire qu'il faudra faire des petits efforts. Voilà, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qu'on ne pourra plus faire. Mais le résultat de ça, c'est qu'on aura la liberté de continuer à vivre. Le résultat, c'est que vous aurez la liberté de sortir de chez vous. Parce que si on ne fait rien, quand il fera 55 degrés environ 30 jours par an à Grenoble dans 30 ans, parce que c'est les prévisions de Météo France, à 55 degrés, vous ne pourrez plus sortir de chez vous. Parce qu'à 55 degrés, le corps humain, il ne tient pas longtemps. 55 à l'ombre, donc peut-être, je sais pas, 65, 70 au soleil. On va mourir si on sort. Ça, ce sera une privation de liberté radicale, imposée par la Terre. Donc je pense qu'il faut mieux de petites privations de liberté qui, en réalité, iront aussi dans le sens d'un apaisement du rapport à la nature, pour éviter les énormes privations de liberté qui résulteront de ne rien faire. Et un peu dans l'idée des réformes, si vous pouviez là tout d'un coup en France faire 3 réformes contraignantes mais utiles pour le climat, qu'est-ce que vous feriez? Alors moi je pense que la première, c'est d'augmenter drastiquement les espaces protégés. C'est-à-dire qu'il y a très peu de zones en France qui sont vraiment protégées. Et en fait, la première cause aujourd'hui de mortalité des espèces, c'est pas du tout le réchauffement climatique. C'est le fait que les animaux n'ont plus d'endroit pour vivre. C'est le fait que les zones naturelles, quoi, qui ne sont pas truffées de maisons, d'autoroutes et de centres commerciaux, il y en a de moins en moins. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on arrête d'empiéter comme ça sur l'espace. Ensuite, je pense qu'il y a un problème dramatique de pollution. Il faut interdire le plastique. Le plastique est en train de nous tuer collectivement. Donc c'est tout à fait faisable, hein. C'est pas idéaliste. En Inde, dans un des plus grands États de l'Inde qui contient la ville de Bombay, qui est une des plus peuplées au monde, le plastique est interdit. Ça y est, c'est fait, c'est à l'heure. Il suffit de le décider. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on peut faire. Et puis évidemment, troisièmement, vous savez, on a adopté en France un plan qu'on appelle le plan bas carbone. Ça veut dire qu'il est censé diminuer les émissions de CO2. Le CO2, c'est le gaz à effet de serre, un des gaz à effet de serre. Et dès l'année qui a suivi l'adoption de ce plan, on ne l'a pas respecté. Donc c'est complètement dingue. On se donne des objectifs qui sont déjà pas très ambitieux et on ne respecte même pas ces objectifs pas très ambitieux. Et là, je pense qu'il faut être absolument drastique. C'est-à-dire qu'en effet, on ne peut pas continuer à favoriser par exemple le transport routier, où on sait très bien que le train est énormément moins polluant que les poids lourds, et aujourd'hui en France, du point de vue des taxes par exemple, on favorise énormément le transport aérien et routier, qui sont les plus polluants. Donc il faut absolument qu'on sorte de cette économie mortifère, et ça effectivement, c'est le législateur qui a la main, hein, parce que ça, il suffit de décider que la politique de taxes change, et ça change instantanément le modèle économique. Donc c'est uniquement une décision politique. Alors évidemment, il ne s'agit pas de mettre des gens au chômage et dans la misère, hein. C'est-à-dire que les routiers qui vont perdre leur travail, il faut les aider. Donc évidemment, le modèle écologique va avec un modèle social. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire demain on change tout et tous ceux qui vivaient dans l'ancien monde vont se retrouver au chômage et à mourir de faim. Non, bien sûr que non, on ne veut pas ça. Donc il faut que tous les gens qui travaillaient dans l'économie, on va dire de la pollution, pour le dire simplement, soient aidés dans la reconversion. Et je donne un quatrième point, qui est en fait peut-être un des plus importants pour moi, c'est de favoriser drastiquement l'alimentation végétarienne. L'alimentation carnée, donc la viande, hein, l'industrie de la viande est la plus polluante au monde. Il n'y a rien de plus polluant que la viande, donc c'est un problème d'écologie, un problème d'éthique animale, parce que vous savez ce qui se passe pour les 100 milliards d'animaux tués chaque année dans les abattoirs est absolument horrible, et c'est un problème de santé publique, parce qu'on vit mieux sans manger de viande. Alors je ne suis pas pour qu'on impose le végétarisme à tout le monde, ça serait trop autoritaire, mais en revanche, je suis pour qu'on le propose. Et actuellement, je trouve que quand vous allez dans une station-service sur l'autoroute, pour trouver un sandwich végétarien, c'est super dur. Je parle même pas de vegan, même végétarien, c'est super dur. Dans les cantines scolaires, à Grenoble, on a un peu de chance, mais ailleurs, c'est pratiquement impossible de manger végétarien. Donc là encore, il y a vraiment quelque chose à faire. Maintenant, c'est plus par rapport forcément à l'écologie, mais sur les études et tout ce dont on a parlé avant. Quel conseil vous donneriez à un lycéen ou une lycéenne d'aujourd'hui? Sécher les cours et aller dans les prés. Non, je plaisante, mais ce que je donnerais comme conseil, c'est quand même, oui, en effet,
d'oser prendre un peu de distance. C'est-à-dire que il y a deux écueils. Il y a un écueil qui est de se distancier complètement des études et de perdre quand même quelque chose qui est extraordinairement fabuleux, qui est la connaissance. Et l'autre écueil, c'est de s'enfermer dans des études qui ne sont pensées que comme outils et non plus comme valorisation en tant que telle. Moi, je me souviens que mon papa, qui est un très bon papa par ailleurs, mais m'a toujours dit faut que tu travailles bien à l'école parce que comme ça, tu pourras choisir ton métier et puis être à l'aise dans la vie, etc. Ce qui n'est pas faux. Mais du coup, là, on perd la beauté de la chose en tant que telle. On s'en sert comme un outil. On se dit je vais être fort, je vais faire une grande école, un machin, et puis comme ça, je deviendrai dans la classe dominante. Bon, pourquoi pas, mais je trouve ça un peu dommage. Et donc, je pense que ce qui serait intéressant de faire pour des jeunes comme vous, c'est d'utiliser cet outil exceptionnel qu'on a en France, qu'est l'école, qu'est l'université, qui est quand même essentiellement gratuit, qui est quand même essentiellement ouvert, qui est aussi un lieu de rencontre sociale. On voit des gens qui viennent de milieux différents, de religions différentes, de cultures différentes, etc. Et donc à la fois comme un moyen d'acquérir des connaissances, parce qu'il le faut, mais aussi comme un moyen de se mettre en danger un peu, c'est-à-dire d'aller au-delà de notre zone de confort, c'est-à-dire d'aller vers la rencontre, d'aller vers l'autre, et puis d'avoir un peu d'être un peu expérimentateur. Voilà, c'est-à-dire de se réapproprier ce savoir qu'on vous donne à l'école et puis d'essayer d'en faire quelque chose tout en restant modeste. Parce que moi, je vois aussi parfois des jeunes un peu foufous qui sont en terminale et qui viennent me voir en disant Monsieur, j'ai une théorie du monde qui est bien mieux que celle d'Einstein. Oh là, oh là, du calme, mon gars. C'est bien d'être ambitieux, mais il ne faut pas non plus être trop prétentieux. Donc, il faut trouver comme ça une espèce de juste milieu entre oser se réapproprier la connaissance, déconstruire ce qu'on nous donne, ne pas croire les profs sur parole, parce que ça n'a aucun intérêt de les croire. Ce qui est important, justement, c'est de les pousser dans leur retranchement pour avoir droit à une justification de leurs propos, et en même temps, rester quand même modeste et humble, et savoir qu'on ne peut pas tout reconstruire soi-même, et que la construction demande aussi toujours de la confiance. Donc, faire preuve de subtilité. On avait une dernière Ouais. question de conclusion. En toute honnêteté, qu'est-ce que vous avez pensé de notre interview? Bah, en toute honnêteté, je trouve ça vraiment super. Je dois vous dire que j'ai plein d'étudiants de fac qui chaque année me demandent des interviews pour en gros des projets un peu comme les vôtres mais qu'on fait en licence. Et sincèrement, je pense que vos questions étaient carrément les mieux que j'ai jamais eues, bien que d'habitude c'est des gens qui ont plutôt 3 ou 4 ans de plus que vous. Donc bravo.